Le soleil de Madrid filtrait à travers les lourds rideaux de velours cramoisi du palais royal, projetant de faibles rayons dorés sur le sol de marbre. Dans l'ailée, où se trouvaient les appartements royaux, un silence inhabituel régnait dans les couloirs habituellement animés. Les serviteurs marchaient sur la pointe des pieds, échangeant des regards inquiets, tandis que la garde se tenait plus rigide que d'habitude. Dans la chambre principale, la reine Isabelle de Bourbon et Médie gisait épuisée sur des draps de soie, le visage pâle comme la cire, des mèches de cheveux noirs collées à son front trempé de sueur. À ses côtés, le roi Philippe, l'air sombre, contemplait le petit paquet tenu avec précaution par une nourrice. Sa Majesté, en homme, annonça le médecin royal don Francisco de Cavdo, d'une voix qui s'efforçait de transmettre l'enthousiasme, mais ne parvenait pas à masquer un certain malaise. Le roi s'approcha lentement. C'était son 5e enfant, mais le premier qui semblait avoir une chance de survivre au-delà de la petite enfance. Les autres avaient succombé à diverses maladies avant leur 3e année, plongeant la cour espagnole dans une anxiété constante quant à la succession. « Laissez-moi le voir », ordonna Philippe en tendant les bras. La nourrice hésita un instant, un geste qui ne passa pas inaperçu auprès du monarque avant de lui remettre le nouveau-né. Dès que le petit prince fut dans les bras de son père, quelque chose d'étrange se produisit. Le roi fronça les sourcils et approcha son nez du bébé enveloppé dans de fins tissus brodés de fils d'or. « Quelle est cette odeur » demanda-t-il d'une voix à peine murmurée. Le médecin royal s'approcha prudemment. « Votre Majesté, nous avons baigné le prince avec les huiles et les onguents les plus fins. »« Ce n'est pas ça, » interrompit Philippe. « C'est différent. » À cet instant, la duchesse de Médine, Sidonia Donna Luisa de Gusman, qui avait assisté à la naissance en tant que dame d'honneur de la reine, s'avança. Âgée de plus de 60 ans et ayant assisté à la naissance de dizaines de nobles, elle était connue pour sa franchise. « C'est l'odeur de la mort, votre Majesté, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Je l'ai déjà sentie sur les champs de bataille et dans les maisons frappées par la peste. » Un silence absolu s'abattit sur la pièce. La reine, encore faible, sanglotait doucement. Le roi, le visage pâle, rendit le bébé à la nourrice d'un geste machinal. Que personne, absolument personne en dehors de cette salle, ne soit au courant, ordonna-t-il sèchement. Le prince Carlos Balthazar sera présenté à la cour dans 3 jours, comme le veut la tradition. En attendant, je veux que les meilleurs médecins du royaume l'examinent, et toi, Francisco, ne le quitte pas un instant. Le médecin royal hocha la tête, bien que son expression trahît une profonde inquiétude. Il y avait quelque chose d'anormal chez l'enfant, mais il n'osa pas l'exprimer devant le roi. 3 semaines plus tard, dans le bureau privé du roi, don Francisco présenta son rapport à un petit groupe, le monarque, son conseiller personnel, le comte-duc d'Olivari, et, étonnamment, un visiteur étranger, le docteur Heinrich von Lidan, médecin personnel de l'empereur d'Autriche et parent éloigné de la famille royale d'Espagne. Votre Majesté, nous avons examiné minutieusement le prince don Francisco qui commençait à éviter le regard du roi. Son développement physique semble normal pour un nouveau-né, bien qu'il présente des vomissements inhabituels. Il tète bien, pleure vigoureusement, mais l'odeur persiste, s'intensifiant même parfois. « Et que dit la science à ce sujet » demanda le comte-duc, homme astucieux et pragmatique, bras droit du roi depuis des décennies. « La science moderne n'a aucune explication, » répondit monseigneur Francisco. « J'ai consulté tous les traités de médecine disponibles, de Galien aux dernières études de l'université de Salamanque. Aucun cas similaire n'a été signalé. » Le roi se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur les jardins du palais. Au loin, il aperçut des nobles déambuler, inconscients de la crise qui se déroulait derrière les murs de pierre. « Et vous, docteur von Leyden, avez-vous vu quelque chose de pareil au cours de vos années de pratique ?» Le médecin autrichien, un homme mince aux yeux bleus perçants et à la barbe blanche soigneusement taillée, s'éclaircit la gorge. « Votre Majesté, j'ai traité la noblesse européenne pendant 40 ans, y compris de nombreux membres de votre famille. Ce qui afflige le prince Carlos est un phénomène que j'ai observé, bien que jamais aussi prononcé dans d'autres branches des Habsbourg. » Le silence qui suivit fut si épais qu'il était indélébile. Chacun dans la salle en comprit les implications.
les mariages mixtes entre proches parents étaient une pratique courante dans la royauté européenne, notamment chez les Habsbourg, pour préserver la pureté du sang et consolider les alliances politiques. Continuez. Le roi ordonna que sa voix trahisse un mélange de peur et de résignation. J'appelle cela une nécrose génétique. Votre Majesté von Leiten a dit que c'était comme si le corps était partiellement mort de naissance. Les tissus se détériorent plus rapidement que chez les individus normaux. J'ai observé des symptômes similaires chez les archiducs autrichiens, bien que chez eux, les manifestations soient différentes. Mâchoire déformée, troubles mentaux, incapacité à engendrer des héritiers sains. Êtes-vous en train de dire que mon fils est condamné? Philippe interrompit sa voix à peine audible. Von Leyden soutint le regard du roi avec une dignité professionnelle. Pas exactement, Votre Majesté. Le prince vivra peut-être de nombreuses années, voire même l'âge adulte, mais sa vie sera différente, et il est probable que l'odeur ne s'estompera jamais. Et il n'existe aucun remède. La médecine ne peut rien faire, demanda le comte-duc. La médecine actuelle, répondit von Leyden, n'offre aucun remède. Mais il existe des traitements, des bains spéciaux, des régimes spécifiques, certains exercices qui pourraient renforcer sa constitution. Le roi se tourna vers le groupe. Son visage exprimait une certaine détermination. Alors, nous ferons tout notre possible. Et en attendant, personne, absolument personne en dehors de cette pièce, ne doit connaître la véritable nature de l'état du prince. Olivaret invente une explication à la cour concernant un parfum spécial que le prince doit utiliser pour des raisons cérémonielles. Oui, Votre Majesté, acquiesça le comte-duc. Et vous, docteur von Leyden, je vous offre le double de votre salaire actuel pour rester à Madrid comme médecin personnel du prince. L'Autrichien inclina la tête. C'est un honneur, Votre Majesté, mais je dois consulter l'empereur. Je vous enverrai une lettre personnelle pour solliciter vos services, répondit Philippe. Cela dépasse la politique. La survie de notre dynastie est en jeu, à 5 kilomètres du palais royal, dans le quartier de Lava-Pierre, une jeune fille de 17 ans se précipitait dans d'étroites ruelles. Anna Maria Hernandez, fille d'un apothicaire respecté mais humble, portait un paquet soigneusement emballé. Son père avait reçu la commande inhabituelle de préparer un onguent spécial à base de plantes venues exprès du Nouveau Monde, certaines si rares qu'il n'en avait jamais entendu parler. Le messager royal avait clairement indiqué que l'onguent devait être livré avant la tombée de la nuit et que son existence devait être tenue secrète. Le paiement était suffisamment généreux pour subvenir aux besoins de sa famille pendant des mois. Anna Maria tourna au coin d'une rue et faillit percuter un groupe de jeunes nobles qui riaient bruyamment. Parmi eux, elle reconnut Diego de Velázquez, l'apprenti peintre de la cour, qui la salua d'un signe de tête discret. « Anna Maria, qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda-t-il en s'éloignant un instant de ses compagnons. « Les affaires de mon père » répondit-elle instinctivement, serrant le paquet contre sa poitrine. Diego l'observa avec curiosité. À 20 ans, il était déjà connu pour son extraordinaire talent d'observation. Il doit être important pour lui de vous envoyer seul, malgré son côté protecteur. Anna Maria haussa les épaules, essayant de minimiser l'importance de la chose. Juste des herbes médicinales. Rien d'extraordinaire pour la cour, je suppose. On dit que le petit prince ne va pas bien, insista Diego. On dit qu'il a une odeur étrange. Aucun parfum ne peut la masquer. Anna Maria sentit un frisson. Son père n'avait pas donné de détails sur l'utilité de la pommade. Mais maintenant, les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. « Tu ne devrais pas écouter les rumeurs », répondit-elle d'un ton décontracté. « Je dois y aller. Il se fait tard. » Diego hocha la tête, mais son regard suggérait qu'il n'était pas convaincu. « Sois prudente, Anna. Maria. Les secrets du palais peuvent être dangereux pour ceux qui les connaissent. » Sur ces mots, le jeune peintre rejoignit ses amis, laissant Anna Maria mal à l'aise. Elle accéléra le pas, consciente que ce qu'elle transportait pouvait être plus important qu'elle ne l'avait imaginé. Sur une place près du palais, un homme vêtu simplement mais avec des vêtements de qualité s'approcha d'elle.
Avez-vous l'ordonnance de l'apothicaire Hernandez? Demanda-t-il à voix basse. Anna Maria hocha la tête et lui tendit le paquet. L'homme l'examina brièvement avant de lui tendre un petit sac qui tintait sous le poids des pièces. Votre père a bien servi la couronne, dit-il. Nous pourrions avoir besoin de ses services à l'avenir. Tandis que l'homme s'éloignait, Anna Maria ne put réprimer sa curiosité. De quelle maladie le prince pouvait-il souffrir pour nécessiter des traitements aussi étranges? Et pourquoi tant de secrets? Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle serait bientôt bien plus empêtrée dans ce mystère qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Le temps s'écoulait inexorablement à la cour d'Espagne. Le prince Carlos Balthazar avait fêté ses 6 ans et, contre toute attente, jouissait d'une santé relativement bonne pour l'époque. Physiquement, c'était un enfant fragile, mais pas maladif, avec le menton proéminent caractéristique des Habsbourg et ses yeux sombres et perçants qui semblaient observer le monde avec une sagesse inouïe pour son âge. Cependant, l'odeur persistait. Au fil des ans, le docteur von Leyden avait essayé des dizaines de traitements, des onguents préparés par l'apothicaire Hernandez aux remèdes exotiques apportés des confins de l'Empire espagnol. Certains apportaient un soulagement temporaire, mais aucun n'offrait de solution durable. La cour s'était adaptée à cette particularité avec la discrétion propre à la noblesse espagnole. Officiellement, le prince utilisait un parfum de cérémonie symbolisant son lien avec le divin, une explication méticuleusement élaborée par le comte-duc d'Oliver que personne n'osait remettre en question ouvertement. En privé, Cordier parlait du prince parfumé et couvrait discrètement leur nez de mouchoirs imbibés d'eau de rose en sa présence. Le jeune prince n'ignorait pas son état. Étonnamment jeune, il commença à remarquer les regards, les gestes, la distance gardée, même par ses tuteurs les plus proches. Avec une intelligence aiguë, il en déduisit que quelque chose en lui suscitait le rejet. À 5 ans, lors d'une de ses consultations quotidiennes avec le docteur von Leyden, il confronta directement le médecin. « Pourquoi est-ce que je sens différemment, docteur ?» demanda-t-il d'une voix claire et ferme, assis sur son petit trône, tandis que le médecin prenait son pouls. Pris au dépourvu, l'Autrichien regarda le garçon avec un mélange de compassion et de respect. Après avoir consulté le roi, ils décidèrent de lui dire la vérité en toute simplicité. Il souffrait d'une maladie unique, différente de celle de tous les autres princes d'Europe, qui provoquait chez lui une odeur particulière. Ce n'était ni bon ni mauvais, cela faisait simplement partie de sa personnalité. Depuis lors, Carlos avait fait preuve d'une acceptation curieuse de sa situation, comme s'il comprenait le poids de la couronne dont il hériterait un jour et considérait sa condition comme un fardeau de plus à porter avec dignité royale. Pour son 6e anniversaire, le roi organisa une célébration spéciale. Pour la première fois, le prince participait à un événement public, au-delà des apparitions officielles au balcon ou des processions, où la distance le séparait du peuple. Il s'agissait d'un public restreint, certes, composé de nobles triés sur le volet et de leurs enfants, mais cela marquait une étape importante dans l'intégration du futur monarque à la vie de cour. « Êtes-vous nerveuse ?» demanda Votre Altesse à Marie d'Autriche, sa principale dame d'honneur, tandis qu'elle ajustait le col en dentelle de son costume de velours bleu. Carlos secoua la tête. « Non, Marie. J'ai pratiqué mes révérences et je connais les noms de tous les ducs et de leurs enfants. » La femme sourit tendrement. Malgré son état, ou peut-être grâce à lui, le prince avait acquis une dignité et un sang-froid remarquables pour son âge. Il passa des heures à étudier l'histoire protocolaire en latin, faisant preuve d'un dévouement qui surprit même ses tuteurs les plus stricts. « Penses-tu qu'ils m'apprécieront ?» demanda-t-il soudain, révélant une fugace vulnérabilité sous sa façade princière. Maria hésita. « Tu es le prince d'Espagne, le futur roi du plus grand empire que le monde ait connu. Il ne s'agit pas de vous apprécier, mais de vous respecter. » Carlos hocha la tête, même si son regard montrait qu'il comprenait la fuite. Le docteur von Leyden dit que mon état ne s'est pas aggravé depuis 1 an. C'est bien, n'est-ce pas? Très bien, répondit Votre Altesse Maria en ajustant son costume une dernière fois. Maintenant, n'oubliez pas de garder la distance nécessaire pendant les salutations, pendant que nous nous entraînions. La salle du trône était ornée de fleurs fraîches disposées stratégiquement pour embaumer l'air de leur parfum.
Des chandeliers d'argent abritaient des bougies parfumées, et les fenêtres étaient ouvertes pour permettre la circulation de l'air. Chaque détail avait été soigneusement pensé pour minimiser la perception de l'odeur du prince. À l'entrée de Carlos, les pages annoncèrent son arrivée. L'assistance s'inclina profondément. Parmi eux se trouvait Ana María Hernández, alors âgée de 23 ans, qui avait gravi les échelons sociaux grâce à la faveur royale. Son père était décédé 2 ans plus tôt, mais elle avait repris l'entreprise familiale, se spécialisant dans les soins du prince et obtenant un poste d'assistante du docteur von Leyden. Ana María regardait le jeune prince avancer d'un pas mesuré. Il y avait quelque chose d'émouvant dans sa dignité enfantine, dans sa façon de tenir la tête haute, malgré la vigilance des regards. Depuis son arrivée à la cour, elle avait développé une affection particulière pour le garçon, impressionné par son intelligence et la force avec laquelle il affrontait sa condition. Le protocole voulait que les nobles présentent leurs enfants au prince, qui les salue d'un bref signe de tête. Tout se déroula comme prévu jusqu'à ce que vienne le tour du duc de Médina, fils de Célie, un garçon de 7 ans connu pour son tempérament arrogant. « Votre Altesse », dit le jeune noble en s'inclinant. Mon père dit, tu sens comme les tombeaux de l'Escorial. Une bouffée de gaz se répandit dans la pièce. Le duc de Médina Kelly s'écria, serrant fermement l'épaule de son fils. Insol, présente tes excuses immédiatement. Carlos resta immobile, le visage imprégné de sérénité. Puis, d'une voix claire qui résonna dans la salle soudain silencieuse, il répondit, les tombeaux de l'Escorial abritent les rois d'Espagne, mes ancêtres. Si je sens comme eux, c'est parce que je porte leur sang et leur destinée. Ana María retint son souffle, stupéfaite par la réponse du prince. À côté d'elle, le docteur von Leyden acquiesça d'un signe de tête. Du haut de son trône, le roi Philippe s'autorisa un sourire fier. Le reste de la cérémonie se déroula sans incident, mais l'échange devint rapidement le sujet de conversation dans les couloirs du palais. Le prince à l'esprit de son père et la dignité de sa mère, remarqua Cordé avec un respect nouveau. Ce soir-là, tandis que l'honorable Maria préparait le bain du prince avec des sels spéciaux apportés de Perse, Carlos l'observa avec curiosité. « Señorita Hernández, trouvez-vous aussi que je sens l'odeur des tombeaux ?» demanda-t-il soudain. Ana María marqua une pause, regardant le garçon droit dans les yeux. « Votre Altesse, chacun a son propre parfum. Le vôtre est simplement différent. » Désagréable, insista Carlos. Différent, corrigea-t-elle doucement. Et moi, j'y suis tellement habitué que je le remarque à peine. Le prince sembla réfléchir à la question, trempant distraitement une main dans l'eau parfumée. Docteur. Von Leyden dit, ma maladie est héréditaire. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que cela vient de vos ancêtres, répondit votre Altesse Ana María. Et mes enfants sentiront pareil. Cette question posée avec une innocence enfantine, mais chargée d'implications dynastiques, laissa Ana María momentanément sans voix. La médecine progresse chaque jour, votre Altesse, dit-elle enfin. D'ici à ce que vous ayez des enfants, nous aurons peut-être trouvé un remède. Carlos hocha la tête, apparemment satisfait. Il retira sa robe et s'enfonça dans le bain, laissant Ana María lui laver les cheveux avec de doux mouvements d'entraînement. Le garçon de Médina Célie était cruel mais honnête, remarqua le prince en se rinçant. Je préfère l'honnêteté au mensonge murmuré. Vous êtes sage pour votre âge, votre Altesse, dit Ana María, surprise par sa maturité. Ce n'est pas de la sagesse, répondit Carlos. C'est une nécessité. Un roi ne peut se permettre de vivre dans l'ignorance, pas même un roi qui sent la mort. Ces mots prononcés d'une voix d'enfant aiguë, mais avec la gravité d'un adulte, restèrent gravés dans la mémoire d'Ana María. Cette nuit-là, alors qu'elle retournait dans ses quartiers, dans l'aile des domestiques, elle prit une décision. Elle intensifierait ses recherches, épluchant les textes anciens et consultant des guérisseurs de tout l'Empire. Si nécessaire, elle trouverait un remède pour le prince qui sentait la mort, non pas pour le bien de la dynastie, mais pour le garçon qui portait son fardeau avec tant de dignité. À des milliers de kilomètres de là, à Vienne, un autre Habsbourg faisait face à ses propres problèmes génétiques.
L'archiduc Léopold Guillaume, frère de l'empereur Ferdinand Ier et cousin issu de Germain du roi Philippe Ier d'Espagne, souffrait d'épisodes de folie de plus en plus fréquents. Dans un moment de lucidité, il dicta une lettre à son père. Secrétaire adressé à Sa Majesté Philippe le Forest d'Espagne. Cher cousin, j'ai reçu des nouvelles du jeune prince Carlos Balthazar. Bien que nos afflictions prennent des formes différentes, nous partageons le même sang. Dans mes moments de lucidité, j'ai consacré mes études à comprendre nos maux. J'ai trouvé des textes anciens suggérant que notre condition pourrait être soulagée par un rituel spécifique. Je vous envoie ces pages avec mon messager le plus fidèle. Ce ne sont pas des pratiques acceptées par l'Église, mais dans mon désespoir, j'y ai trouvé un certain soulagement. Le sang appelle le sang. La vie peut renouveler ce que la mort corrompt. Votre fidèle cousin, Léopold Wilhelm de Habsbourg. Le messager est parti de Madrid avec des documents contenant des connaissances interdites, des rituels païens à peine voilés d'ornements chrétiens pour les rendre acceptables à la cour espagnole, résolument catholique. À leur insu, ces textes décrivent des pratiques qui, si elles étaient découvertes, pourraient être considérées comme hérétiques par l'Inquisition. La lettre parvint au roi Philippe au moment même où les médecins royaux étaient confrontés à une nouvelle crise. Malgré tous les traitements, l'odeur du prince Carlos s'était soudainement intensifiée, coïncidant avec une fièvre inexpliquée qui le clouait au lit. Le docteur von Leyden avait épuisé ses ressources et, pour la première fois depuis 6 ans, craignait pour la vie de l'héritier. Désespéré, le roi convoqua Honor Maria dans ses appartements privés. Un acte sans précédent pour une femme de son rang. Señorita Hernandez, docteur von Leyden, ne tarit pas d'éloges sur vos compétences et vos connaissances. Le monarque afficha un visage épuisé par des nuits blanches. Mon cousin, l'archiduc Léopold, m'a envoyé ces documents. Ils contiennent des pratiques peu orthodoxes. Anna Maria les prit d'une main tremblante. Vous souhaitez que je les étudie, votre majesté? Je souhaite que vous sauviez mon fils, répondit Philippe, la voix brisée par l'émotion. En tant que roi, je ne peux pas autoriser officiellement ces pratiques. En tant que père, je ferai tout ce qui est nécessaire. Anna Maria hocha la tête, comprenant le dilemme du monarque. J'étudierai ces documents immédiatement, votre majesté, et si je trouve quoi que ce soit qui puisse aider le prince, je le mettrai en œuvre sous ma propre responsabilité. La couronne vous protégera. Bien sûr, ajouta le roi, mais nous devons rester discrets. L'Inquisition a des yeux et des oreilles partout. Cette nuit-là, Anna Maria s'enferma dans son petit laboratoire du palais. Les documents de l'archiduc décrivent des rituels de renouvellement du sang inspirés d'anciennes pratiques païennes d'Europe de l'Est. Le principe de base était que le sang neuf pouvait purifier le sang corrompu s'il était échangé cérémoniellement dans des conditions spécifiques. À la lueur des bougies, Anna Maria étudiait le texte avec un mélange de fascination scientifique et de malaise religieux. Fille d'un apothicaire formé à la tradition empirique, elle y identifiait des éléments susceptibles d'avoir une valeur médicale. Espagnole élevée dans la foi catholique, elle frissonnait devant les aspects rituels frisant l'hérésie. Après des heures d'analyse, elle conclut qu'elle adapterait la procédure, éliminant les éléments païens et se concentrant sur ce qui pourrait avoir un fondement scientifique. Elle aurait besoin de sang frais provenant d'un donneur sain, de préférence jeune et sans lien de parenté avec les Habsbourg, mélangé à des herbes spécifiques, avant de l'administrer au prince. Le risque était immense. Si la procédure échouait, elle risquait de perdre la faveur du roi et d'être accusée de sorcellerie, voire de tentative de nuire à l'héritier. En revanche, si elle réussissait, elle pourrait soulager les souffrances du jeune prince et assurer l'avenir de la dynastie. Déterminée, Anna Maria entreprit les préparatifs. La nuit choisie pour l'opération était sombre et sans lune, comme si le ciel lui-même souhaitait dissimuler ce qui allait se passer dans les profondeurs du palais royal. Anna Maria avait soigneusement choisi cette date, non par superstition, mais par souci de praticité. Elle coïncidait avec l'absence de la plupart des courtisans partis pour une célébration religieuse à l'Escorial. Dans une petite chambre adjacente aux appartements du prince, Anna Maria avait installé tout le nécessaire.
Une table en chêne recouverte de tissu blanc contenait des fioles en verre contenant des extraits de plantes. De petits couteaux en argent, le métal le moins susceptible d'interférer avec les propriétés du sang. D'après les textes de l'archiduc et les récipients en céramique émaillée, le docteur von Leyden observa d'un air grave. Tandis qu'Anna Maria effectuait les derniers préparatifs, le médecin autrichien avait accepté de participer après mûre réflexion, convaincu enfin par la détérioration de l'état du prince et l'approbation tacite du roi. « En êtes-vous certaine, Señorita Hernandez ?» demanda-t-il doucement. « Ce que vous proposez va au-delà. Médecine connue. » Anna Maria ajusta la mèche d'une lampe à huile avant de répondre. « Je ne suis sûr de rien, docteur, mais j'ai étudié le texte de l'archiduc et j'ai éliminé tout ce qui semblait être de la simple superstition. Ce qui reste possède une certaine logique médicale, même rudimentaire. Et le donateur, von Leyden, s'enquit en jetant un coup d'œil à la porte close. Il va arriver d'un instant à l'autre, répondit-elle. J'ai choisi quelqu'un de jeune, en bonne santé et sans lien avec la maison royale. Comme interpellé par ces paroles, on frappa doucement à la porte. Anna Maria prit une grande inspiration avant d'ouvrir, révélant un jeune homme grand et robuste d'une vingtaine d'années, le visage partiellement caché par un chapeau à large bord. Elle salua Diego et le laissa entrer. Diego de Vlasquez, désormais peintre officiel de la cour et ami fidèle d'Anna Maria depuis sa jeunesse à la Vapire, s'inclina respectueusement devant le docteur von Leyden. Quand Anna Maria expliqua la situation du prince, je ne pus refuser. L'artiste dit, ôtant son chapeau, si mon sang peut aider l'héritier d'Espagne, ce sera un faible prix pour l'honneur que la couronne m'a accordé. Von Leyden observa le jeune peintre d'un œil clinique, remarquant ses mouvements clairs et sains, sa peau agile et l'intelligence de son regard. Un excellent donneur, murmura-t-il presque pour lui-même. Anna Maria expliqua la procédure avec un calme méthodique, comme si elle décrivait la préparation d'un médicament courant plutôt qu'un rituel adapté de textes interdits. Je vais prélever un peu de sang de ton bras, Diego. Je vais le mélanger à ces extraits et l'administrer au prince par une incision superficielle dans son avant-bras. Il faut que tout le processus soit terminé avant que le sang ne coagule. Ça va faire mal, demanda une petite voix depuis la porte donnant sur les appartements royaux. Les trois adultes se retournèrent, surpris. Le prince Carlos, en chemise de nuit et pâle de fièvre, les observait avec un regard vif et curieux. « Votre Altesse, vous devriez vous reposer, » dit von Leyden en s'approchant rapidement pour le guider vers son lit. « Je ne veux pas me reposer, » répondit le garçon avec une fermeté inattendue. « Je veux savoir ce que vous allez me faire. » Anna Maria échangea un regard avec le médecin avant de s'agenouiller à la hauteur du prince. « Nous allons essayer un nouveau traitement, Votre Altesse. C'est expérimental, mais nous pensons qu'il pourrait vous aider. » Carlos hocha la tête, comme pour confirmer ce qu'il savait déjà. « Allez-vous utiliser du sang ?» demanda-t-il en désignant les instruments sur la table. « Oui, » répondit Votre Altesse Anna Maria, optant pour l'honnêteté. Un peu de sang de Sénor Velasquez mélangé à des herbes médicinales. Le prince observa le peintre avec intérêt. « Votre Velasquez, celui qui a peint mon père à cheval ?» s'inclina Diego. « Le même, Votre Altesse. » Carlos s'approcha de l'artiste d'un pas hésitant. « Madame dit, vos mains sont bénies par Dieu. Peut-être votre sang l'est-il aussi. » Le commentaire fut prononcé avec l'innocence d'un enfant, mais la gravité d'un adulte provoqua un silence momentané. Anna Maria frissonna. D'une certaine manière, le prince avait saisi l'essence de ce qu'il tentait, un transfert, non seulement de sang, mais de vitalité, de santé, presque comme une bénédiction. « Eh bien, » dit le docteur profond Leyden, retrouvant son calme professionnel. « Si son Altesse est réveillée, il serait peut-être préférable de procéder maintenant. La fièvre a temporairement baissé, ce qui est favorable. » Le prince était installé dans un fauteuil rembourré, stratégiquement disposé pour soutenir sa silhouette fragile. Diego s'assit sur un tabouret à côté de lui, retroussant sa manche pour exposer son bras. Anna Maria travaillait avec précision, chauffant les instruments à la flamme d'une bougie pour les purifier, comme son père le lui avait appris. « Tu vas sentir un pincement, »
Sénor Velasquez, prévint elle en appliquant un mélange d'alcool et d'herbe pour nettoyer la peau du peintre. Diego hocha la tête, les yeux fixés sur le processus. En tant qu'artiste, il avait un intérêt naturel pour les procédés techniques, même ceux qui étaient très éloignés de sa propre discipline. Anna Maria pratiqua une incision nette dans l'avant-bras du peintre, recueillant le sang dans un petit bol en céramique. Elle ajouta des gouttes de divers mélanges d'herbes, récitant mentalement les proportions étudiées. Pendant ce temps, le docteur von Leyden préparait le bras du prince, expliquant chaque étape d'une voix apaisante pour le calmer. « Ça fait très mal ?» demanda Carlos à Diego, observant le sang couler. « Une simple égratignure, Votre Altesse », répondit le peintre avec un sourire encourageant. « J'ai souffert pire en mélangeant des pigments pour votre père. » Cela amusa le prince, qui hocha la tête comme s'il partageait un secret. Lorsque le mélange fut prêt, Anna Maria le réchauffa légèrement au-dessus de la lampe à huile. Le liquide, d'un rouge plus foncé et d'un éclat particulier, dégageait un arôme qui contrastait en partie avec l'odeur caractéristique du prince. « Nous sommes prêts, Votre Altesse », annonça-t-elle en s'approchant avec le bol et un petit couteau en argent. Carlos tendit le bras sans hésitation, sa confiance touchant l'assistance. Anna Maria pratiqua une incision superficielle juste assez pour prélever quelques gouttes de sang et appliqua le mélange directement sur la plaie, permettant au sang de se mélanger. Finlidan observait avec une attention clinique tandis que Diego, désormais bandé, observait avec le regard intense qu'il portait lorsqu'il étudiait un sujet pour un portrait. « Maintenant, attendons », dit prudemment Anna Maria en bandant le bras du prince. Les heures suivantes furent une veille intense. Étonnamment, le prince ne manifesta aucune gêne immédiate et sombra bientôt dans un profond sommeil. Von Leyden surveillait constamment ses constantes vitales tandis qu'Anna Maria préparait les perfusions pour maintenir tout le monde en alerte. « C'est fascinant », commenta tranquillement Diego, assis près de la fenêtre, tout en dessinant dans un petit carnet. « Dans mon art, je mélange les pigments pour créer quelque chose de nouveau. Vous avez mélangé du sang pour obtenir le même effet. » La comparaison est poétique mais imprécise, répondit von Leyden avec un léger sourire. Le corps humain est bien plus complexe que n'importe quelle toile et bien plus mystérieux, ajouta Anna Maria en observant le prince endormi. Ce que nous faisons relève autant de la foi que de la science. À cet instant, Carlos s'agita dans son sommeil, murmurant des mots inintelligibles. Les trois adultes, tendus, se préparaient à toute réaction négative. Mais lorsque le prince ouvrit les yeux, il y eut une clarté qu'il n'avait pas vue depuis des semaines. « J'ai faim », déclara-t-il, se redressant simplement, plus énergique qu'il ne l'avait été depuis des jours. Von Leyden examina rapidement son front. « La fièvre est tombée », annonça-t-il avec un étonnement à peine dissimulé. Anna Maria s'approcha, remarquant quelque chose d'encore plus extraordinaire. L'odeur avait nettement diminué. Les trois hommes échangèrent un regard empreint d'espoir prudent. La procédure aurait-elle pu fonctionner ou s'agissait-il simplement d'une amélioration temporaire? Les semaines suivantes confirmèrent l'impossible, le traitement avait un effet significatif. L'odeur caractéristique du prince, bien que non totalement disparue, avait été réduite à un niveau facilement masqué par les parfums conventionnels. Son état de santé général s'améliora considérablement, révélant une vigueur qui surprit même les plus optimistes. Le roi Philippe, informé du succès, convoqua Anne-Marie à une audience privée. La jeune apothicaire, désormais élevée au rang de médecin spécial de son Altesse, se présenta avec sa modestie habituelle. « Vous avez accompli ce que les meilleurs médecins d'Europe jugeaient impossible », déclara le roi en l'observant attentivement. « La couronne espagnole vous est redevable. Je n'ai fait qu'appliquer les connaissances découvertes par d'autres avant moi. » Votre Majesté Anna Maria, répondit en inclinant la tête. Le mérite en revient également au docteur von Leyden et à Sénor Velasquez. Velasquez recevra des commissions supplémentaires grâce à une augmentation de pension. Le roi déclara, von Leyden a été récompensé à sa juste valeur. Quant à vous, Philippe marqua une pause, choisissant ces mots. Je comprends que le traitement doit être répété périodiquement. Oui, Votre Majesté, nos observations suggèrent que les effets durent environ un mois avant que l'odeur ne s'intensifie à nouveau.
Le roi hocha la tête, comme si cela confirmait ses propres conclusions. Votre présence à la cour sera alors indispensable indéfiniment. Je vais vous accorder un titre de noblesse mineure pour améliorer votre position et apaiser les rumeurs. Comtesse de Lavapie. Cela vous semble-t-il approprié? Honor Maria réprima sa surprise. Un titre de noblesse, elle, fille d'un simple apothicaire, n'aurait jamais imaginé. C'est un honneur immérité, votre majesté. Au contraire, répondit le roi, c'est à peine suffisant pour assurer la continuité de la dynastie, ajouta-t-il avec un sourire presque imperceptible. Mon fils vous tient en haute estime. Il vous demandait constamment. Cela ne surprit pas Anna Maria. Depuis l'intervention, elle avait noué un lien particulier avec le jeune prince, qui la sollicitait non seulement pour des soins, mais aussi pour des conversations sur les plantes, les sciences naturelles et même des histoires avant de s'endormir. D'une certaine manière, elle était devenue une figure maternelle pour le garçon dont la mère, la reine Isabelle, gardait avec ses enfants la distance formelle typique de la royauté. C'est un enfant extraordinaire, votre majesté, dit sincèrement Anna Maria. Son intelligence et sa dignité sont admirables, surtout compte tenu des difficultés qu'il a rencontrées. Le roi semblait ravi. Lorsque Carlos atteindra la maturité et comprendra pleinement son état, il aura besoin d'alliés fidèles, de personnes qui l'ont connu non seulement comme prince, mais aussi comme le jeune homme qu'il est aujourd'hui. Anna Maria comprit le message implicite. Son rôle allait au-delà de la simple fourniture de soins. Elle intégrait le cercle intime, protégeant le futur roi. Au fil du temps, la procédure fut répétée mensuellement avec de légères variations. Diego de Velázquez resta le principal donateur, devenant également le mentor artistique du prince, qui manifestait un penchant pour le dessin. Le docteur von Leyden supervisait chaque séance, documentant méticuleusement les effets et ajustant les mélanges de plantes selon les besoins. À l'âge de 10 ans, Carlos avait atteint un tel niveau de routine que peu de gens se souvenaient de l'intensité de l'odeur qui le caractérisait autrefois. Cordier attribuait son amélioration à la maturation naturelle ou au traitement conventionnel de von Leyden, ignorant le rituel mensuel secret. Cependant, cette tranquillité fut perturbée par un événement inattendu. Lors d'une visite diplomatique, l'archiduc Leopold Guillaume, cousin du roi et auteur des documents originaux, demanda une audience privée avec le monarque et le prince. Dans une chambre isolée, seuls von Leyden et Anna Maria étaient présents comme conseillers médicaux, l'archiduc examina Carlos avec une intensité presque prédatrice. Le sang a fait son effet, déclara-t-il en s'adressant au roi. Le garçon a un beau teint et son odeur est à peine perceptible. Félicitations, cousin. Philippe inclina la tête en guise de remerciement, mais son expression demeurait prudente. Tes documents étaient inestimables, Léopold. La couronne d'Espagne te doit quelque chose. Léopold fit un signe de la main dédaigneux. Nous sommes une famille, Philippe. Les Habsbourg doivent s'entraider pour survivre à nos particularités. Se tournant vers Anna Maria, il l'observa avec curiosité. Vous êtes donc l'apothicaire qui a adapté mes textes. Impressionnant, surtout pour une femme, dit-il d'une voix plus basse. Cependant, je soupçonne que vous avez omis des aspects cruciaux du rituel. J'ai adapté la procédure pour l'aligner sur la médecine moderne, votre Excellence, répondit fermement Honor Maria. Les éléments cérémoniels semblaient superflus. Léopold eut un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Les rituels ne sont jamais superflus, mon cher comte. C'est le langage que nous utilisons pour parler à des forces plus anciennes que notre entendement. Un silence gêné s'installa. Finlidan s'éclaircit la gorge, impatient de changer de sujet. Le prince a exceptionnellement bien réagi au traitement qu'il a décrit. Son développement physique et intellectuel est supérieur à celui de n'importe quel enfant de son âge. Le donateur Léopold demanda brusquement, est-ce toujours pareil? Oui, répondit votre Excellence von Leyden. Le peintre Velázquez s'est révélé idéal pour ce rôle. L'archiduc fronça les sourcils, une erreur. Tu devrais faire tourner les donneurs. Le sang s'adapte et perd de son efficacité. Carlos, resté silencieux, prit soudain la parole.
J'aime le sang de ce Nord Velasquez. Il me donne de la force. Léopold se tourna vers le garçon, l'observant avec un intérêt renouvelé. Bien sûr que oui, jeune prince. Le sang d'un artiste est plein de vie et de créativité, mais il faudra tôt ou tard quelque chose de plus puissant. Anna Maria sentit un frisson dans le regard qui l'accompagnait. Il y avait quelque chose de profondément troublant chez l'archiduc, au-delà de l'excentricité aristocratique. Ce soir-là, alors qu'elle préparait des herbes pour le prochain traitement dans son laboratoire, Léopold Guillaume apparut à l'improviste, accompagné seulement d'un serviteur silencieux resté à la porte. Comte, il l'accueillit d'une révérence minimale. Pardonnez-moi cette intrusion, mais je souhaite vous parler en privé. Anna Maria se tendit, consciente de l'inconvenance, mais trop prudente pour la signaler. Que puis-je vous servir, votre Excellence? Léopold s'approcha, examinant les fioles et les préparations sur son établi. Vous avez fait un travail admirable avec le prince. Vraiment admirable, mais incomplet. Incomplet, répéta-t-elle, gardant son sang-froid. Le texte que j'ai envoyé comprenait des instructions précises pour la cérémonie complète, expliqua-t-il en tenant une fiole à la lumière de la lampe. Des instructions que vous avez délibérément ignorées. J'ai adapté la procédure aux pratiques médicales acceptables, votre Excellence, répondit fermement Anna Maria. Les résultats ont été satisfaisants. Satisfaisants, dit Léopold avec un rire sans humour. Vous avez supprimé les symptômes, pas guéri la maladie. La nécrose génétique demeure latente, mais pas vaincue. Anna Maria soutint son regard. Et que suggéreriez-vous? Léopold s'approcha. Si près qu'elle sentit son odeur étrangement familière, semblable à celle des princes, mais avec une nuance plus douce. Le sang des peintres a servi jusqu'ici, dit-il presque à voix basse. Mais pour un véritable remède, il vous faut davantage de sang spécial, du sang innocent. Anna Maria recula instinctivement. Que suggérez-vous, votre Excellence? Rien qui n'ait déjà été fait pour la survie de notre dynastie, répondit Léopold avec un calme étrange. Un petit sacrifice pour un bien plus grand. Le sang d'un enfant offert volontairement par ses parents contre richesse et titre pourrait guérir le prince définitivement. L'horreur ressentie par Anna Maria dut se traduire par un sourire indulgent. Je vois que cette idée vous perturbe. Vous êtes jeune et ne comprenez pas encore les besoins des grandes lignées, mais vous pensez qu'un seul sacrifice compte pour assurer l'avenir de l'Espagne et de l'Europe. Je ne participerai jamais à une telle chose, dit Anna Maria, la voix tremblante d'indignation. Et Sa Majesté ne le permettrait jamais. En êtes-vous certain? Demanda Léopold en haussant un sourcil. Philippe est un roi, mais aussi un père désespéré. Les rois ont fait pire pour leurs héritiers. Avant qu'Anna Maria puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Diego de Vlasquez, pâle mais résolu, entra avec 2 gardes royaux. Sa Majesté requiert votre présence immédiatement. Votre Excellence, annonça le peintre avec une formalité tendue. Léopold observa les nouveaux venus, impassible. Bien sûr, il ne faut pas faire attendre mon cousin royal. Alors que l'archiduc partait avec les gardes, Diego s'approcha d'Anna Maria. Tout va bien, demanda-t-il doucement, abandonnant le protocole. Anna Maria acquiesça, mais ses mains tremblaient encore. Comment le saviez-vous? Répondit le prince Diego. L'archiduc lui parla après la réunion. Carlos ne comprit pas tout, mais suffisamment pour s'alarmer. Il vint me voir immédiatement. Cette révélation stupéfia Maria. Le jeune prince que tout le monde cherchait à protéger l'avait protégé. Nous devons parler au roi, décida-t-elle. Les suggestions de l'archiduc sont monstrueuses. Diego hocha gravement la tête. Il est déjà informé. C'est pourquoi il a convoqué Léopold. Cette nuit-là, l'archiduc Léopold Guillaume quitta la cour d'Espagne sous une escorte qui ressemblait davantage à une garde qu'à un honneur. L'incident ne fut jamais mentionné officiellement, mais les regards reconnaissants du roi envers Anna Maria et Diego les jours suivants en dirent long. Ce que personne n'imaginait, c'est que cet épisode, apparemment résolu, aurait des conséquences bien au-delà des murs du palais,
affectant non seulement l'avenir du prince qui sentait la mort, mais aussi le destin même de la dynastie des Habsbourg en Espagne. 2 ans plus tard, alors que Carlos fêtait ses 12 ans, un nouveau défi est apparu. Diego de Velosky, après des années de dons réguliers, a commencé à montrer des signes d'affaiblissement, légers, mais suffisants pour inquiéter le docteur von Leyden. Les prélèvements sanguins constants affectent sa santé, a expliqué le médecin à Anna Maria, alors qu'ils examinaient les derniers résultats du traitement. Il nous faut trouver un donneur alternatif ou complémentaire. L'archiduc suggéra une rotation des donneurs. Anna Maria se rappela à contre-cœur. Bien que ses motivations fussent douteuses, il avait peut-être raison. Le problème, répondit Vonidan, était de trouver quelqu'un de convenable, en bonne santé, sans lien de parenté avec les Habsbourg et absolument digne de confiance. Anna Maria réfléchit en silence. La solution était pourtant évidente. Aucun des deux n'osait l'exprimer. Finalement, elle prit la parole. Je pourrais être le donneur alternatif. Von Leyden l'observa longuement. C'est une possibilité que j'avais envisagée. Votre santé est excellente et vous êtes certainement digne de confiance. Mais je suis une femme, conclut Anna Maria avec un sourire ironique. Cela ne me concerne pas médicalement, précisa le médecin. Mais cela pourrait compliquer les choses à la cour. Vous savez comment sont les rumeurs. Anna Maria l'avait parfaitement compris. Célibataire et passant beaucoup de temps avec le prince, elle faisait déjà l'objet de spéculations malgré son titre et son rôle officiel. La santé du prince est primordiale, décida-t-elle. Je parlerai personnellement à Sa Majesté. Le roi Philippe, après avoir entendu la proposition, se montra pragmatique. Si le docteur von Leyden l'approuve médicalement, je n'y vois aucune objection. Quant aux rumeurs, elles continueront de circuler quoi que nous fassions. La couronne vous protégera comme toujours. Ainsi commença une nouvelle phase dans le traitement du prince. Diego resta le principal donateur, mais Anna Maria contribua régulièrement, permettant au peintre de récupérer entre les séances. Étonnamment, cette combinaison sembla d'autant plus efficace que la santé et la vigueur de Carlos atteignaient des niveaux sans précédent. À l'aube de l'adolescence, le prince développa une personnalité complexe et fascinante. Il conserva la dignité et le calme de son enfance, mais manifesta une curiosité intellectuelle dévorante et un intérêt sincère pour les arts et les sciences. Sous la tutelle de Velázquez, il progressa remarquablement en dessin et en peinture, tandis que les cours de botany et de médecine naturelle d'Anna Maria complétaient son éducation formelle. En privé, Carlos commença à les considérer comme sa véritable famille. Un commentaire qui, entendu par des oreilles moins discrètes, aurait fait scandale. Pour le jeune prince, le lien tissé au fil des années de traitement et de conversations intimes était plus significatif que les relations distantes et formelles qu'il entretenait avec la plupart des membres de la famille royale. Un jour, alors qu'Anna Maria préparait une perfusion dans le petit laboratoire désormais installé en permanence dans l'aile du prince, Carlos entra sans prévenir, une habitude devenue courante. « Vous êtes-vous déjà demandé si nous sommes vraiment ce que nous pensons être ?» demanda-t-il sans préambule, assis sur un tabouret en face d'elle. Anna Maria le regarda avec curiosité. À 12 ans, Carlos était encore mince, mais avait perdu sa fragilité enfantine. Son visage, au menton caractéristique des Habsbourg, témoignait d'une maturité qui dépassait son âge. « C'est une question profonde, Votre Altesse. » Qu'est-ce qui l'a provoqué ? Carlos jouait avec une fiole vide. J'ai lu des choses sur le sang, sur la façon dont il porte l'essence de notre identité. Toi et Diego me donnez votre sang depuis des années. Cela ne signifie-t-il pas que je suis en partie vous maintenant ? Anna Maria frissonna à cette révélation. Il n'avait jamais abordé ouvertement les implications philosophiques ou spirituelles du traitement. Le sang transporte les nutriments et l'oxygène. Votre Altesse, répondit-elle prudemment. C'est vital, mais cela ne définit pas qui nous sommes. Votre caractère, vos pensées et vos décisions, voilà ce qui fait de vous ce que vous êtes. Mais avant, je sentais la mort, insista Carlos avec la franchise d'un enfant. Maintenant, je sens autre chose, mieux,
comme si la mort s'était éloignée de moi. Cela ne signifie-t-il pas que j'ai fondamentalement changé? Anna Maria réfléchit à sa réponse. Le prince méritait l'honnêteté. Tu as changé physiquement. Oui. Le traitement a altéré certains aspects de ta constitution, mais ton essence, ce qui fait de toi Carlos Balthazar de Habsbourg, reste intact. Le prince sembla y réfléchir. Parfois, je rêve d'endroits que je n'ai jamais visités. Des ateliers remplis de toiles et de peintures, ou des jardins où je peux nommer des herbes aromatiques, même si je ne les ai jamais étudiées. Serait-ce là tes souvenirs qui s'infiltrent en moi? Cet aveu laissa Anna Maria sans voix. Les textes de l'archiduc évoquaient la possibilité d'un transfert d'essence, mais elle l'avait rejeté comme une superstition. Y aurait-il une part de vérité là-dedans? Les rêves sont mystérieux, Votre Altesse, dit-elle finalement. Notre esprit tisse des fragments de ce que nous voyons, entendons et vivons en images qui ressemblent à des souvenirs. Carlos la regarda avec une intensité presque troublante, et si jeune. Vous ne répondez pas à ma question. Je vous demande si je suis en partie vous et Diego maintenant. Anna Maria soutint son regard. Si vous vous demandez si le traitement a créé un lien spécial entre nous, la réponse est oui, mais pas parce que vous êtes moins vous-même, car nous avons contribué à votre santé et à votre bien-être d'une manière unique. Cela sembla satisfaire le prince qui hocha lentement la tête. J'aime cette réponse. Cela signifie que je ne serai jamais vraiment seul, même lorsque je serai roi et que tout le monde s'inclinera devant moi, mais que personne ne parlera honnêtement. Ces mots prononcés avec simplicité, mais chargés d'une sagesse prématurée et d'une profonde solitude, émurent Maria. Le garçon, qui sentait la mort depuis sa naissance, avait appris à comprendre les fardeaux de sa destinée royale avec une clarté que peu d'adultes pouvaient égaler. Vous trouverez toujours des gens qui vous parleront franchement. Votre Altesse, promit-elle impulsivement en lui prenant la main. Diego et moi serons à vos côtés aussi longtemps que vous aurez besoin de nous. Carlos esquissa un sourire sincère qui illumina son visage juvénile. Je sais. C'est la seule chose dont je sois absolument certain dans ce monde de masques et de mensonges. Ce moment de connexion sincère marqua un tournant pour Anna Maria. Le traitement, commencé comme une tentative désespérée de sauver un prince malade, s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Elle avait forgé des liens transcendant les classes sociales et le protocole, créant une alliance qui allait façonner non seulement l'avenir du prince, mais aussi celui de l'Espagne elle-même. Ce que personne ne pouvait prévoir, c'est que ces liens seraient bientôt mis à l'épreuve d'une manière que même les textes interdits de l'archiduc n'avaient pas anticipée.